c'est de ma faute s'il va te retarder un peu. Je m'excuse, je vais faire ça le plus vite que je peux. Il commence déjà à compter avec le compteur. Dans le fond, ce qu'il a expliqué, c'est un peu vrai, il y a une trentaine d'années, j'ai tombé dans le lean. J'ai été formé par des Japonais. Et puis au départ, j'ai trouvé ça difficile parce que les Japonais, ce pas des formateurs qui sont faciles. Ils sont même très difficiles à travailler avec eux autres, mais la méthode, je l'ai adoptée, je l'ai implantée et surtout le TPM. J'ai fait le tour du monde, je l'ai appliqué en Chine, en Corée, aux États-Unis. Ça fonctionne tout le temps. Puis depuis le début des présentations, depuis hier, on parle beaucoup d'avoir des sensors, d'aller chercher l'information sur la machine, puis de le travailler, puis d'intelligence artificielle. Je crois en tout ça. Je suis un fervent. J'ai adopté ces méthodes-là, mais il y a toujours un principe qui reste le même. À date, je n'ai pas trouvé de robot qui répare d'autres robots, qui répare d'autres robots. J'ai tout le temps un élément humain à quelque part, puis c'est avec ça qu'il faut que je travaille. Peu importe si j'ai une pénurie, si j'en ai beaucoup, s'ils sont compétents ou pas, c'est avec ces gens-là qu'il faut que je travaille. On est tous arrangés comme ça. Et puis, je me suis aperçu que la méthode Lean, comme telle, quand on appelle ça maintenant, c'est à TPM, on appelle ça plus la Lean Maintenance, c'était la meilleure façon de pouvoir travailler avec les gars de maintenance. Puis de pouvoir avoir un impact. Depuis hier aussi, on a parlé de beaucoup de choses, mais ce qu'on a essayé d'avoir, c'est que on dit tout le temps que la maintenance, c'est un peu comme, pas de la valeur ajoutée, c'est comme un fardeau qu'on a à payer pour pouvoir produire. J'ai essayé depuis des années de faire le contraire. Avec mes gens, on ne parle jamais de downtime, on parle de uptime. Ce qu'on veut, c'est que la machine fonctionne, puis ce qu'on veut, c'est la donner aux gens pour qu'ils puissent produire. C'est le but de ça. Ce que je vais vous montrer, je vais essayer de faire ça vite, pas trop couper votre lunch. Je vais vous montrer les principes directeurs qui soutiennent la TPM comme telle, puis que maintenant, on appelle plus le Lean Maintenance parce que on s'en vient avec des méthodologies où on va mettre des sensors partout, puis on veut que la machine nous parle, puis on va intégrer des datas dans tout ce qu'on fait. Fait que je commence. Première slide, dans le fond, ce que je voulais vous montrer, c'est... Il y a beaucoup de gens qui parlent de TPM, Total Productive Maintenance, ils ne savent pas trop c'est quoi, ou ils en savent des principes. Je voulais le mettre dans un contexte plus large où maintenant, on parle plus de gestion des actifs. Ensuite de ça, bien, la TPM, il y a plusieurs piliers. Vous allez voir, vous allez sur Internet, vous allez un peu partout, vous allez voir, il y en a qui ont 6 piliers, 8 piliers, 4. Moi, j'en ai 10. C'est ceux-là que j'applique. Je l'ai appris des Japonais, puis je l'ai appris au niveau de l'industrie aéronautique des années 90. Et puis, c'est un peu comme ça que je l'applique. Ensuite, on va parler, j'ai un cas concret pour vous montrer qu'on peut sauver beaucoup de sous. Parce qu'à la fin de tout, dans le fond, ce qu'on veut, c'est être productif et faire de l'argent. C'est le but de la plupart de nos entreprises. Le cas concret, je vais parler très vite, mais dans ma présentation que vous allez avoir, il y a un article qui vient avec, que j'ai produit il y a quelques années, avec les chiffres véritables, avec tout ce qui s'est passé, pour qu'on en arrive à sauver près de 12 millions de dollars en 3 ans en appliquant à TPM, mais chacun des piliers. Je vais vous parler aussi qu'à la fin, quand on arrive au 10e pilier, dans le fond, ça va amener à faire la fiabilité ou ce qu'on appelle du RCM, Reliable Centered Maintenance, ça va arriver là. Puis, dans les dernières années, en tout cas dans les 15 ou 20 dernières années, on a essayé d'y aller avec ce qu'on appelle du Six Sigma pour de réduire la variation. On peut appliquer le même principe à toutes nos machines qu'on a, ce qui s'appelle le CMK. Il y en a plusieurs qui doivent savoir c'est quoi un CPK. C'est une mesure un peu de la capacité d'un processus. On a exactement la même affaire, mais pour des machines, quand on peut l'isoler, ça peut faire que, au lieu de dire que c'est la machine qui produit des défauts ou qui n'est pas apte à faire le produit, j'ai un cas probant où on est arrivé à dire non, c'est la méthode, c'est la façon que vous avez de fabriquer qui fait que nos machines, elles, ils produisent, ils font la bonne affaire, mais c'est vos méthodes qu'il faut changer. Le Lean, c'est toujours la même affaire avec les Japonais, ça vient de Toyota, tout le monde le sait. J'avais plusieurs slides historiques, puis quand je les présentais à mon groupe, chez Agiline, on est une petite compagnie, on est 2 consultants, plus 7, 8, des fois 10 programmeurs, parce qu'on vend un logiciel. Quand j'ai présenté ça à ma gang, là, 2 semaines, ils m'ont tout coupé ça. Ils ont dit non, ça ne sera pas intéressant. C'est tous des jeunes, ils sont tous dans la vingtaine. Ça ne les intéressait pas de savoir d'où ça venait. Ils voulaient juste savoir ce que ça faisait. Fait que je les ai enlevés. Mais ce que vous voyez avec les Japonais, avec le modèle Toyota, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il y a
4 choses qu'il faut stabiliser dans une usine, les 4 M, la main-d'œuvre, les machines, les méthodes, puis la matière. C'est ça qui est important. Un coup que tu as stabilisé ça, tu as ta base. En plus, après ça, tu peux bâtir, puis c'est toujours la même chose, comme avec le feng shui avec les Chinois. C'est comme un temple. Les Asiatiques, ils ont tout le temps ça en fonction d'un temple. Si tu bâtis ton temple comme du monde, le reste va suivre. Si c'est bâti sur une base croche, tu ne l'auras pas. Donc, ce qu'il faut, c'est stabiliser les 4 M avant de pouvoir faire n'importe quoi d'autre. Puis, au niveau de la maintenance, ça, c'est la slide qu'ils m'ont dit de garder. La maintenance, ça a évolué depuis, mettons, 100 ans. Ça a évolué d'une certaine façon. Ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y avait la première génération, mettons, des années 40 aux années 60, c'était on répare quand ça brille. C'était pas compliqué, c'était comme ça que ça fonctionnait. La deuxième génération qui est arrivée, ben, on essaye de faire de la prévention. On a commencé à faire des systèmes de planification, systèmes de contrôle de travaux, etc. La troisième génération, c'est quand on arrive au RCM dans les années 80-2000, quand c'est surtout les gens en aéronautique qui s'apercevaient qu'ils faisaient de la PM sur tous leurs avions. Ils remplaçaient des pièces, changeaient les bearings, vérifiaient le moteur, stabilisaient tout ça. Les avions repartaient puis ils tombaient. Des cas dans les années 60-70 dans l'aviation où il y a beaucoup d'aéronefs qui sont tombés sans savoir trop pourquoi, en disant ben, on a un programme de prévention, ça devrait tenir. Ben non, on s'est aperçu qu'il y a des courbes différentes pour chacune des pièces qu'on a. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé, qui fait qu'il y en a qui agissent, qui vont vieillir prématurément. D'autres, c'est why fix it when it ain't broke, parce que la journée que tu commences à regarder, là, ils vont briser. D'autres, comme toutes les pièces qui sont électroniques, tu ne le sais pas. C'est un hystérésis de consommation, dans le fond. Pouf, quand ça tombe, c'est fini. C'est mieux d'avoir une carte électronique sur ton étagère parce que ta machine va être un bout de temps sans marcher. On est arrivé avec ça, puis à comprendre les fonctions des machines, comment ça fonctionnait, surveillance de la condition, du CBM. On est arrivé avec plein de choses. Puis je dirais que la 4e génération, on est rendu là. Ce qu'on a commencé à apprendre, l'intelligence artificielle, on est rendu là. Big data, avoir 1 million de données puis les analyser. Puis je pense qu'on est rendu là. Moi, j'étais chez General Electric dans les années 90. Début des années 2000, on introduisait le programme de Six Sigma, puis on avait des milliards de data. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quoi faire avec. L'autre problème, c'est qu'il y en avait la moitié qui c'était garbage in, garbage out. Ça ne servait à rien. Mais on est rendu à cette période-là, puis il faut s'interroger là-dedans, puis il faut y aller là-dedans. Il faut aller dans l'intelligence artificielle, mais encore une fois, avant qu'on en arrive là, que la machine se répare par elle-même, on a des individus, on a des humains, puis on travaille avec eux autres, on a des gens qui sont syndiqués, il y en a qui ne le sont pas, puis on a une pénurie de main-d'œuvre, les gars nous quittent pour une chanson, pour 1 pièce de l'heure, pour 2, parce qu'on est rendu trop loin puis que le coût du gaz est trop élevé. On les perd, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis consultant. De ce temps-ci, je fais beaucoup de la PME, la petite entreprise au Québec, puis je fais aussi des mandats aux États-Unis et en Asie, où j'ai beaucoup de monde en maintenance. Mais les endroits où j'ai beaucoup de monde, je manque de compétences, puis les endroits où j'en ai de la compétence, bien, je les perds. Si je n'ai pas un système pour les garder, puis travailler vraiment en équipe, ce qu'on a parlé depuis le début, les faire travailler en équipe, faire de la résolution de problèmes, j'en viens pas à bout. Mes usines où je vais, j'en ai 2 dans le Midwest, avec à peu près 180 opérateurs dans chacune des usines, avec une trentaine de gars de maintenance. La rotation est très, très grande. Je ne suis pas capable de les garder. Mais le seul moyen que j'ai, c'est d'implanter des méthodes comme la TPM pour que les gens travaillent en équipe et ils restent ensemble. C'est basé sur quoi, TPM? Bien, le lean maintenance en particulier, là, si vous voyez toute la définition qui est là, tous les mots qui sont en rouge, vous allez tous les revoir dans chacun des piliers que je vais vous parler. Ils vont tous apparaître. C'est la grande définition du lean maintenance. Les 5 principes du lean maintenance, dans le fond, c'est développer des pratiques standards pour stabiliser et étendre la vie utile des composants. Tout le monde est d'accord avec ça. 2, aussi des standards pour optimiser les limites de capacité des processus, que je vous parlais du CMK. Gérer des transferts des routines opérateurs au personnel de production, c'est une autre affaire qu'on est confronté beaucoup au Québec, beaucoup ailleurs aussi dans le monde. C'est est-ce que les opérateurs peuvent en faire plus? Parce que si on n'a pas des capteurs partout, on a au moins des opérateurs qui vivent avec leur machine, chiffre par chiffre. Des fois, ils sont 12 heures sur la machine. Ils la connaissent mieux que nous autres. Ils connaissent toutes les squicks. Ils sentent toutes les odeurs différentes sur leur machine ou, comme on disait, ils mettent la main sur une drive, puis elle commence à brûler ou à être chaude. C'est nos yeux, c'est nos capteurs qu'on a à l'heure actuelle. Si on peut les faire travailler pour nous autres,
qui nous donnent de l'information, c'est bon, mais en plus, si on peut leur transférer des jobs qu'on était supposé faire à la maintenance, comme vérifier certaines choses, puis on peut leur transférer, déjà, ils sont un aide. Parce que souvent, comme on manque de gens compétents, bien, il faut y tirer à la sauce. Si les gens vont juste faire de la vérification sur une machine, quand elle fonctionne, juste pour voir si c'est bon, bien, on serait peut-être mieux de le transférer aux opérateurs qui vont faire une partie de notre charge, puis ça va déloader nos gens pour qu'ils fassent d'autres choses. Enfin, de ça, bien, il y a améliorer les systèmes de maintenance comme les magasins de pièces, la planification, etc. Puis le dernier, c'est gérer les nouveaux projets et shutdown le plus possible en aval. Bien, j'ai des usines qui sont encore ça. J'ai eu des usines pendant longtemps qui en avaient 0 shutdown. C'était impossible. Dans l'aéronautique, on n'arrête pas de machines, on n'arrête pas de produire. Les Américains, ils reçoivent nos pièces. Les Français reçoivent nos pièces. Tout le monde reçoit nos pièces. Je ne peux pas arrêter de produire parce que les autres, ils n'arrêtent pas de produire. Ils ont des calendriers perpétuels. Comment est-ce qu'on fait, Luc, dans une usine, pas de shutdown? Il y a moyen d'y arriver. Mais il faut planifier en aval. Puis il faut, quand on fait des mini shutdowns, il faut s'assurer que ce qu'on fait, c'est bien fait et dans un temps qui est court, plus court, comme on a vu avec les automobiles tout à l'heure, le plus possible pour minimiser ça. Ça, c'est les 5 principes du Lean Maintenance. La différence qu'il y a entre le Lean Manufacturing et le Lean Maintenance, les différences. J'ai eu des discussions avec mes sensei japonais dans les années 2000 et 90 sur ces points-là. Parce que ce qu'on veut quand on fait du Lean Manufacturing, si vous êtes dans ce système-là où c'est du juste à temps, pas que maintenant c'est tout juste plus en retard parce qu'il n'y a plus rien qui se livre à temps à cause des chaînes d'approvisionnement, c'est juste trop tard. Là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est quand on fait du Lean Manufacturing, les données, là, c'est What have you done for me lately? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as produit pour moi? Le reste, mes Japonais, ils s'en foutaient. Là. Tu sais, c'est là 2 mois, tu étais bon, mais là, tu n'es pas bon. Hier, tu étais pourri. Puis le dernier chiffre que tu as fait, ça n'a pas produit, c'est pas bon. Alors que quand on se met du côté du Lean Maintenance, non, les données, j'en ai besoin. Ma machine, là, elle n'arrête pas de produire demain matin, puis ça l'a arrêté de produire hier. Il y avait un historique en arrière. C'est hyper important. Alors que dans le Lean Manufacturing, quand vous avez des agents de Lean Manufacturing comme moi, ben c'est la bataille qu'on a avec eux autres. Hey, moi, là, j'en ai besoin de data. Toi, tu n'en as peut-être pas besoin de savoir ce que tu as fait hier, mais moi, j'en ai besoin. Au niveau de l'inventaire, bien, au niveau du Lean Manufacturing, le moins d'inventaire possible, on est juste à temps. Ça commence à changer parce qu'on a plein de problèmes mondiaux avec la guerre en Ukraine, puis tout ça, puis des bateaux qui sont stationnés en Chine, qui ne sortent pas de là, là. Mais normalement, c'est ça, dans le Lean Manufacturing, 0 inventaire. Il n'y a rien de mieux qui se compte qu'un inventaire quand on n'en a pas. C'est très, très facile à gérer. Alors que quand on est à la maintenance, nous autres, notre but, c'est de gérer les risques. Il faut gérer les risques. Donc, des fois, des cartes de contrôle à 12 000 $, ça me la prend sa tablette. Peut-être que ça m'en prend 2, parce que même quand je l'installe, peut-être qu'elle ne marchera pas. On ne sait pas. Moi, il faut que je gère les risques. À la maintenance, on est tous comme ça, il faut gérer les risques. Puis au niveau machine, ben, je me rappelle que, il y a une couple d'années, c'était Luc, achète-nous des machines Kleenex. Hein? Elle va te réveiller 2-3 ans, puis à la poubelle où on va fourguer ça à quelqu'un d'autre qui va faire de quoi avec. Bien, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, ils nous demandent de gérer nos actifs, d'être compétent là-dedans, puis qu'un équipement que tu as, il devrait produire à jamais. À moins que la technologie change, là. Un grinder pour grinder des pièces, ça devrait être bon tout le temps si tu l'entretiens. C'est les principales choses que moi, j'ai fighté depuis une couple d'années parce que le Lean Maintenance, c'est un peu différent du Lean Manufacturing. Ça l'accompagne, mais si je ne veux pas être juste un poids pour eux autres, il faut que je sois capable d'avoir ça. Ça va? Avez-vous faim, là? Ça commence? Ouais. Ensuite, il y a une hiérarchie des approches. Quand on fait de la TPM, dans le fond, ça commence tout le temps par la même affaire. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le 5S? Hein? On a toute la base. Le 5S, c'est 5 mots japonais. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça de même. Sairi, Saito, Setsuki, Shitsuki. Le dernier, je ne m'en rappelle jamais, là, mais c'est 5. Dans le fond, ce que ça dit, tiens ça propre. Moi, je vais dans plein d'industries, plein de différentes compagnies, de différentes grosseurs. Puis la première affaire de route qui me surprend, c'est qu'il n'y a personne qui a une guenille et qui nettoie entre les setups pour faire des pièces. Là. Souvent, c'est des CNC, c'est comme des machines à laver, tu les regardes tourner pendant 1 heure de cycle. Il n'y a personne qui a une guenille et nettoie. Je ne comprends pas ça. Là. Le 5S, c'est ça. C'est mets ça propre et entretiens-les. Ça, c'est la première affaire.
Là, bien entendu, vous avez vu le 1. Là, le 1, c'est pour santé et sécurité. Là. Il y en a qui disent 6S, 5S plus 1. Là. C'est ça qui est à la base de tout. Moi, j'ai fait des machines dans le fin fond de l'Ontario il y a une vingtaine d'années, puis il y avait des presses. Là, tu passais à côté, tu ne voyais plus la couleur originelle. Là. Puis quand j'ai demandé au gars de maintenance comment ça se fait que c'est de même, ben, c'était comme ça, là, Luc, ça a toujours coulé l'huile, cette presse-là. C'est une vieille presse qui date de là, 40 ans. On n'a plus de pièces. On n'a pas d'argent à mettre dessus. Puis là, on est allé voir, puis on regardait, il y avait un pit autour, il y avait de l'huile là-dedans. Là. Il devait en mettre un 40 gallons tous les 2 semaines, puis il en enlevait un 40 gallons avec une compagnie comme ça, Salimark, pour l'enlever. Puis j'ai dit, ben à 4 ou 5 piastres du litre, là, comment t'en as mis, puis comment t'en enlèves, là? On s'est tellement fait des calculs. Dans le fond, il y aurait eu comme 90 000 piastres par année pour mettre des pièces là-dessus. Puis quand on a commencé à vérifier, c'était une vieille presse, mais pas loin de Toronto, qui était à 300 km. Il y avait un département de ça, des gens qui vendaient ces pièces-là. Parce qu'à la longue, ils rentraient dans leur usine, puis ils ne voyaient plus qu'il y avait un problème. Ils ne voyaient plus que ça coulait partout, puis c'était sale, puis c'était crotté, puis ça ne marchait pas. 5S, première affaire. La deuxième, ben, c'est l'autonomie. Il faut que nos opérateurs soient autonomes, puis il faut qu'ils nous disent ce qui se passe avec leur machine. Si on n'a pas ça, ça prend des capteurs, ça prend ci, ça prend ça, puis on ne vient pas à bout de savoir. Moi, quand j'ai 20 gars de maintenance dans l'usine, j'ai 180 opérateurs, j'ai 180 paires de yeux, au lieu d'en avoir 23 qui courent partout et qui n'ont pas le temps d'aller voir ce qui se passe. Après ça, ben, un coup que tu as le 5S, ben, ce qu'on appelle les bases de la TPM, c'est tu as 10 piliers, puis dans le fond, le premier des piliers, c'est le 5S plus 1. Après ça, tu bâtis comme un temple. Puis après ça, ben, tu vas en arriver à faire vraiment du lean maintenance, puis ça va mener à ce qu'on appelle la Reliable Centered Maintenance, à faire de la fiabilité, puis éventuellement à faire du 6 Sigma, puis à faire de la capacité. Ça va? Il reste 28 minutes, je pense que je devrais y arriver. Bon, les piliers, c'est toujours représenté comme ça. Hein, je vous l'ai dit, c'est comme un temple. À la base, 5S plus 1, les 9 autres piliers, puis je vais les passer un après l'autre pour vous montrer ce qu'il y a là-dedans, tout simplement. Comme ça, quand on va vous parler de TPM, bien, vous saurez d'où ça vient. Ça vient de là. Okay? Puis le modèle, comme je vous dis, il y en a qui ont 6 piliers, ils vont mettre prédictif, préventif ensemble. Le modèle que j'ai extirpé, en fait, de mes années dans l'aéronautique, c'est avec ça qui était le mieux. Ben, le premier, ben, on l'a expliqué, 5S plus 1, concept de base de tout ce qui est ligne sur la planète, c'est mettre ta machine propre puis entretiens-la. C'est la première affaire. C'est pas rien que la machine, l'environnement de travail, les allées, tout ce qui est ton tool crib où ce que tu mets tes pièces. Là, je suis en train d'en faire un au Kansas. Il y avait pour 4 millions de dollars de pièces, il y en avait 2 millions d'obsolètes, puis les 2 autres millions, tu ne les trouves jamais quand c'est le temps. Il y a un matin, j'étais là, ils ont cherché une courroie, là. On l'a cherché pendant toute la journée. En fait, quand on en a fait une, on l'a eu 2 jours après. La machine est arrêtée 3 jours. Puis ils ont pas loin de 4 millions de dollars de pièces. Ça n'a pas de sens. T'sais. Fait que le premier concept, 5S plus 1. Ce que je fais bien souvent quand je vais à des endroits où c'est un peu les machines ont manqué d'amour, ça laisse à désirer, ben, je fais ce qu'on appelle le Kobesu Kaizen. Kaizen, c'est pas compliqué, c'est travail en action. On est une gang, puis on fait quoi? Kobesu, en japonais, je suis pas pire, je m'en viens pas mal bon, là. 0 défaut. Donne-moi ta machine, donne-moi là une coupe de jours, une coupe d'heures, puis je te redonne comme un tel est original. Ça ne vide plus, ça ne pisse plus l'huile, c'est entretenu, puis ça va aller. Souvent, je fais ça avec les opérateurs, les gars de maintenance, l'équipe de PM, s'il y en a une, pour les expliquer les points fondamentaux. Dans le Kobesu Kaizen, ce qu'on fait souvent, on va carder la machine, puis on fait un arbre de Noël avec. J'ai des cartes pour les fuites d'huile, j'ai des cartes pour si c'est brisé, j'ai des cartes si c'est lousse, j'ai 9 cartes différentes couleurs. On les met sur la machine, on met le problème, on en enlève un ticket, on fait une liste qui est longue de même souvent. Puis après, on dit, oh, c'est quoi le plan d'action? Comment est-ce qu'on vient à l'état original? On part de ça. Ça vient avec mon 5S plus 1. Ça va? C'est la base. J'ai des endroits que je peux manger sur le plancher, puis il y en a d'autres, je ne sais pas ce que je mangerais. Fait que c'est important, je commence avec ça. Le deuxième pilier, dans le fond, c'est la formation. Est-ce que vos gars, premièrement, savent les concepts, c'est quoi de la TPM? Puis deux, est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce que vous avez une matrice qui vous dit, ben j'ai tel mécanicien, pour ce qui est de crimper des hausses, il n'est pas très bon, mais pour faire d'autres choses, il l'est. Est-ce qu'on a une matrice pour pouvoir développer vos gens? C'est hyper important parce qu'on a de moins en moins. Fait que souvent, on a des gens qui sont un peu moins expérimentés. Fait qu'il faut s'assurer qu'ils sont capables d'aller faire ce qu'on leur demande de faire.
autant un mécanicien qu'un technicien. J'avais des techniciens qui avaient dans la cinquantaine. Même un laptop, c'était compliqué pour eux autres. Alors que j'avais des gars qui sortaient du DEP, donne-leur un laptop, puis ah ouais, on se plug, puis let's go. Là, ils faisaient plein d'affaires. J'ai même eu de la résistance de mes techs, les plus vieux. Ils ne voulaient pas que les plus jeunes qui étaient en DEP y aient un laptop. Hey, comment ça se fait qu'ils ont ça, eux autres? Ben, ils sont capables de s'en servir. Modernise-toi, ben non, fais d'autres choses, mon homme, ça n'arrive pas. Fait que ça vient dans la formation. Ça va? Ensuite, le système informatique, bon, on a plein de représentants ici, là, le GMAO. Vous prenez celui qui fait votre affaire. N'oubliez pas, tout ce qui est GMAO, c'est super bien et vous en avez besoin. Le problème, c'est est-ce qu'on a besoin, comme on dit en anglais, de toutes les bells and whistles? Pas sûr. Je suis en train de le faire ailleurs. Ils ont un des composants qui est ici, puis je les ai fait expurger ça tant que j'ai pu. Hey, ça va sur le plancher, je veux que mes opérateurs me signalent mes pannes. S'ils ont 14 champs à remplir, ils ne sont pas capables de mettre le bon numéro de machine, oublie ça. Il faut que ça soit simple. Puis quand ils me signalent un problème, je ne veux pas qu'il y ait 9 affaires ici, 9 affaires là, puis fais-moi un petit texte. Ils ont commencé à me faire ça, ils mettaient des romans d'amour en anglais, là, à moitié rabâchés, ça ne voulait rien dire. Mais moi, 4 cases. Y a-tu vu quelque chose? Y a-tu senti quelque chose? Y a-tu quelque chose qui vibre ou y a-tu quelque chose qui est chaud? Bingo, commence avec ça, puis dis-moi que tu as un trouble et t'arrêter ta machine. Je vais envoyer quelqu'un. Le GMAO, c'est hyper important parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend des datas. Si tu n'as pas de système comme ça, j'ai bien des places que je vois sont encore avec des fichiers Excel. Les fichiers Excel, le gros problème, ça ne garde pas d'historique. Ça, c'est pas bien bon. Alors qu'une GMAO, c'est pour ça que les gens l'ont programmé, pour qu'on garde l'historique. C'est hyper important maintenant de savoir d'où on vient, parce que sinon, on se repose qu'on s'en va. Puis, normalement, acheter un système qui va vous permettre d'avoir un suivi de la performance, puis si possible, en temps réel. Okay? C'est ça qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas juste avoir des systèmes de work order, que ça rentre à la maintenance, puis qu'on a une pile, puis Paul y arrive le matin, puis il prend dans la pile ce qui l'intéresse, puis il va, puis il reste le reste aux autres, ou le vendredi après-midi à 3h moins quart, il décide que c'est là-dessus qu'il va aller travailler parce qu'à 4h, il s'en va. Je ne dis pas que ça marche comme ça chez vous, là, mais j'ai été en charge de maintenance longtemps. Dans bien des pays, c'est tout le temps comme ça. En temps réel, le premier qui est sur la liste, c'est lui qui prend le problème, puis go, puis vas-y. Puis s'il n'est pas assez bon, ben donnez-y de la formation. Sinon, on dit qu'il peut aller travailler ailleurs. Ça va? Les urgences, ben, c'est l'autre affaire que je vais stabiliser en arrivant. On parlait tout à l'heure des dindes, là. Ben, c'est ça. Il y a des places que je vois, là, ça court. Puis c'est tout le temps au feu. Puis mes meilleures usines, tu vas rentrer dans l'usine, il y a un problème, ça prend 15 minutes, c'est réglé, on n'entend plus parler. Ceux qui sont moins bons, ben, j'en entends parler la journée longue. Puis le lendemain, quand je reviens, puis je rappelle la semaine d'après, puis vous réglez votre problème sur la machine d'injection. Ouais, encore du trouble, Luc. Ouais, on a mis 2 gars, puis t'as arrêté encore 8 heures. Ça, c'est moins bon. Les meilleurs, 15 minutes, c'est réglé. On a quelqu'un, on s'est occupé du problème. On sait qu'on a un problème, on travaille dessus, etc. Mais c'est la base de tout. Si on ne stabilise pas les urgences, moi, je prends bien des usines où ils m'appellent pas parce que je suis fin, ils m'appellent parce qu'ils sont dans le trouble. Quand je rentre là, c'est la première affaire. Quand tu as une équipe, ces urgences, comment on fonctionne? J'ai-tu un gars par quart de travail? Puis j'ai 68 machines à servir, bien, c'est sûr que là, ça va attendre. On va avoir des backlogs. Je vais stabiliser ça en premier. On va faire l'analyse de défaillance plus tard. On a plein de choses que vous avez vues depuis hier que j'applique, que c'est là-dedans. Là. Dans une slide, on ne peut pas tout montrer. Moi, chacune des slides que vous avez là, je peux vous en sortir 120. Je dois avoir un magazine de 4000 slides sur chacun des sujets, comment le faire. Ici, j'étais limité. Jean-Robert, il a pris un parti de mon temps, ça fait que j'ai coupé ma présentation. Correctif, là aussi, on a un pilier sa corrective avec un inventaire de pièces dans votre tool crib, dans votre magasin de pièces. Comment déployer la main-d'œuvre là-dessus? Si tu es plus jeune, si tu es plus vieux, que vous allez mettre. Quand c'est du correctif, j'essaye de mettre mes plus expérimentés. L'outillage, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a, la durée d'intervention, bien là-dessus, quand je fais le correctif, mon meilleur indicateur, les KPI qu'on appelle, là, les indicateurs de performance, c'est l'MTTR, Mean Time to Repair. Comment ça prend de temps? Quand j'ai du comparable, je vais voir, il y en a-tu qui sont meilleurs dans mon groupe, il y en a-tu qui sont pires. Oups, celui qui est pire, c'est-tu parce qu'il est de nuit et il est tout seul ou bien non, il y a besoin de formation? Ça m'aide beaucoup. C'est l'autre pilier. Le 6e pilier, bien, la maintenance autonome. Si vous n'avez pas ça, vous ne survivez pas. Ou bien non, vous travaillez fort, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
compétents avec des compétences comme des mécanos puis des techniciens. Puis il y a une usine pas loin, il me semble que c'est à Bromont, je pense qu'il commence à 40$ de l'heure, les gars. Les mécanos, là. Fait que si c'est un gars de production qui est à 26 ou 28 puis qui peut te faire une partie de la job, on vient de se sauver beaucoup d'argent. Donc, maintenance autonome, toujours la même affaire. CCO, Clean Check Oil. Mettre la machine propre. Puis, on travaille avec. Je ne l'avais pas. On travaille souvent avec ça, le CCO. On va travailler avec réduire tous les gaspillages sur une machine. Encore une fois, la différence avec le lean manufacturing, ils vont vous dire dans le lean manufacturing, le waste, le gaspillage, en japonais, muda. Muda en japonais, le vrai terme, c'est de la merde. C'est exactement ça, c'est égal. Ils vont vous dire réduire les 7 gaspillages. Hein. Ceux qui ont travaillé dans le lean, ils savent, les gaspillages, c'est overproducing, trop de transport, trop d'inventaire, etc. Mais maintenant, on en a 6, ce n'est pas les mêmes. On en a 6, c'est différent un peu. On a des ajustements, des setups, on a des arrêts machines, on a de la scrap qu'on va créer, des reworks qu'on crée, puis des départs en production. C'est 6 gaspillages différents du reste. C'est pour ça que le lean maintenance, c'est un peu différent du lean manufacturing. L'autre pilier, maintenance préventive. Bon, on en a parlé tous 2 jours. Si vous n'avez pas de prédictif, s'il n'y avait pas de préventif, s'il n'est pas bien fait, il y a des problèmes. L'indicateur idéal, tout à l'heure, il parlait de MTTR, MTBF, Mean Time Between Failure. C'est votre indicateur. Mais là, ayez un bon GMAO pour pouvoir le calculer. Parce que si votre GMAO ne le calcule pas, vous allez trouver ça comment, vous autres? Vos MTBF, vos Mean Time Between Failure. Vous allez additionner tous les temps, les downtime, vous allez les mettre dans une colonne d'un fichier Excel encore, vous allez les diviser par le nombre d'arrêts que vous avez, plus 1. Ça ne marche pas, là. Je le fais à l'heure actuelle. Je me tape 8 heures à tous les mois pour faire des chiffres parce que j'attends après mes programmeurs qui me donnent un petit logiciel pour aller extirper ça pour qu'on ait tout le temps des graphiques. Très difficile, mais c'est important. La préventive aussi, vous avez le petit mot en bas, les kits, là. Faire du kitting, faire, je dirais, aller améliorer votre processus pour aller sur les machines comme on a vu avec les automobiles. Hyper important. L'autre, c'est le prédictif. Faites du prédictif, on a dit des routes de vibration, des routes d'analyse de vibration, la tribologie, hein, l'analyse des huiles, c'est hyper important. Les panneaux, les passés à caméra thermoluminescente, maintenant, tu peux l'avoir, je pense, sur ton cellulaire, ça ne coûte rien pour aller voir où ça chauffe dans tes panneaux, etc. Hyper important, le prédictif. Ensuite, l'autre, l'optimisation. Bien, quand je fais de l'optimisation, c'est là que je commence à être important pour mon directeur d'usine. Quand je suis rendu là, c'est-à-dire, je te prends une machine puis je te fais produire plus qu'il est supposé faire. Je t'arrange tout ça autour pour qu'elle n'arrête jamais. Là, ils me disent que ma maintenance est utile. Là, c'est important d'investir puis qu'ils me donnent d'autres gars en plus pour que je travaille. Fait qu'on va faire souvent du Kaizen SMED. On va essayer d'aller réduire nos temps pour faire des PM. Une PM, c'est comme un setup. Si tu peux le réduire au maximum, tu vas être bon. Puis si ton MTBF te dit que ta machine, elle brise une fois au mois, puis tu fais tes PM au mois, tu as gagné. Hyper important. Puis, on va commencer à se servir de l'AMDEC ou du FMECA. Là. AMDEC, c'est l'analyse des modes, d'expérience et criticité. C'est ça qu'on sert. Je m'en sers partout dans le monde. J'avais en Inde, j'avais 6500 opérateurs avec à peu près 100 gars de maintenance sur 9 usines. Je l'ai implanté dans chacune des usines. C'est pas facile. Quand tu vas en Inde ou au Sri Lanka, ils parlent tout anglais. OK? Fait que, puis je suis allé le faire aussi au Sri Lanka. J'ai été obligé d'améliorer mon singalais. J'ai fait le tour du monde. Hein? Je parle 8 langues. C'est-à-dire, je suis sac dans 8 langues. J'apprends tous les mauvais mots pour dire ça, c'est pas correct. C'est du mouda. OK? J'apprends tout ça. C'est la première chose que j'apprends en arrivant. Comment je vais lui dire d'aller plus vite? Comment je vais lui dire arrête, c'est pas bon. Avec un petit explétif au bout, j'apprends tout ça. Je suis pas mal bon. Le dernier des piliers, je suis pas pire, je m'en viens pas pire. Prévention du design. Et quand on arrive là, ben c'est là que ça commence à être intéressant. Quand je suis capable de bâtir avec les datas que j'ai eues, je suis capable de dire que j'ai une bonne PM, une bonne PD, une bonne préventive, là, je peux commencer à les faire changer du design. Je l'ai fait. On avait des mixeurs en Inde, ça ne marchait pas bien. On était capable de prouver que c'était au niveau de la drive, on aurait modifié comment l'arbre était rentré. Plein de choses comme ça qu'on peut faire parce qu'on a du data et on peut le faire.
Puis, on peut faire après ça du Six Sigma, on peut faire de l'analyse, mais ce n'est pas évident de se rendre là, là. Ça peut prendre un certain temps. Quand je vais au Sri Lanka, j'ai une grosse gang, j'ai du monde, je ne sais pas quoi en faire des fois. J'ai des gars d'IT, puis les gars d'IT, c'est drôle, ils travaillent pour moi. Alors qu'au Québec, j'ai toujours l'impression qu'ils travaillent contre moi. Là. Ils ne veulent jamais que je fasse rien. Ils n'aiment pas ça. Là-bas, je peux le faire. J'ai des PhD en qualité là-bas, des gars qui ont des doctorats en qualité. Mais je suis obligé de leur montrer que ça marche, comment ça marche le CMK et le kit. Mais j'ai du monde pour travailler. Ce qu'on n'a pas ici, on n'a pas le monde, mais on a plus de ressources, on a plus de logiciels. C'est plus simple pour ça. Mais ça reste que quand on arrive à faire l'analyse, ça prend des fiabilistes à un moment donné qui vont comprendre le data et qui vont l'analyser. La progression typique d'une implantation TPM, d'après Toyota, d'après les Japonais, c'est à peu près ça. Là. Quand vous voyez de ce bord-là, c'est des pannes, le nombre de pannes. On commence à 1000 pannes, mettons, là, au 2e mois. Puis rendu au bout de 30 mois, on devrait avoir baissé de 90 tout ce qu'on appelle des pannes. Les pannes, là, on devrait être en bas de 10 puis là, on décide si ça vaut la peine de mettre assez d'argent pour qu'on y aille à 6 Sigma ou on est capable. Dans l'aéronautique, on était capable d'aller à 98 de uptime ces machines, donc moins que 2 À Bromont, on avait 2000 machines, dont à peu près 150 robots. On avait 2 et moins de downtime, donc 90 d'uptime. Mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin de demander personne. Ils me donnaient des gars. Tu n'en demandais pas, puis ils m'en engageaient. C'est rare, ça. La plupart du temps, tu en demandes un, puis il coupe en moitié, tu as engagé un nain. Tu n'as pas le choix. Tu n'en as pas. Là-bas, je n'avais jamais rien demandé. J'amenais mes chiffres, mes courbes, aux prévisions. Puis un été, je lui ai dit, je n'ai pas besoin de personne, je passe à travers l'été, il n'y a pas de problème. Avec mes 58 gars, je suis bon. Ils m'en ont rajouté 2 de plus. C'est ça, la maintenance. C'est ça que ça devrait être. Puis à tous les projets qu'ils faisaient, ils me demandaient, t'as-tu un gars de maintenance à mettre dessus? Je disais, ben oui, je m'en avais engagé 2, m'a donné un tel. Ils faisaient ce qu'on appelle des équipes de moonshine, où ils allaient réinventer, où ils allaient faire le redesign de mes machines. C'est ça qui était le meilleur. J'essaie de reproduire le même modèle partout où je vais. Si vous regardez ça, vous voyez que ça, c'est quand une usine était déjà en marche et qu'elle fonctionnait moins bien. Fait qu'il y a des choses qu'on fait en premier. On va tout de suite voir s'il y a un logiciel. On va aller voir si le système d'urgence est bon pour aller répondre aux urgences. On va regarder tout de suite le 5S, que ça a l'air, ces machines. Puis tranquillement, on va embarquer les opérateurs dans notre moule pour être bien sûr qu'ils soient nos yeux et nos oreilles, ces machines. C'est le cheminement de base. J'en ai un autre où j'ai qu'on appelle des Greenfield Operations. Tu rentres dans l'usine, c'est flambant d'œuf. La courbe est différente. À part d'un résultat par monte vers le haut, c'est un peu différent, mais ça suit à peu près ce modèle-là. C'est le modèle de Toyota. Un cas documenté, comme vous dis, si vous allez chercher ma documentation, ils vont vous donner un article qui a été écrit en 2014 ou 2015 sur exactement ça, où on a réussi à sauver 12 millions de dollars, puis on était rendu à 98 points. Après 3 ans d'implantation, on était à 98,8 de uptime. Puis on parlait que de ça avec les gars de maintenant. On ne parlait jamais de downtime, c'est uptime. Où tu es rendu? Parce que c'est bien plus fun quand tu vas à l'école et tu es à 98, hein, que tu as un 8 de downtime, c'est 8 sur ton bulletin. Ça changeait le mindset des gens. C'est ça qu'il faut faire souvent avec nos gars de maintenance. Il faut les amener à se voir comme des champions, puis qui vont aider l'usine à produire plus. À ce moment-là, ils vous les demandent partout, vos gars de maintenance. Ils veulent vous avoir, vous êtes sur tous les comités. Ils mettent en priorité. Assez qu'ils prennent trop vos gars, tu dis, hey, ça va baisser, tu as mis mes gars sur tout. Là. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est de même qu'on va amener la maintenance à être comme, pas comme chose que ça nous coûte de quoi, mais que ça nous rapporte de quoi. Fait que vous voyez, là, j'ai mis ça en plan. On a mis ça en fonction. Déjà, j'étais là 6 ans avant. On avait juste implanté une GMAO, on avait commencé à documenter pour faire des PM. Puis quand je suis retourné au bout de 6 ans, à l'an 0, c'est même mieux, bien là, ça avait fait un certain temps, mais ça n'avançait plus. Là. Il était à peu près à 94 mais gagner de 94 à 98, c'est pas moins que le décidé. C'est avec le comptable de l'entreprise, le VP Finance. Ils ont stampé 12 millions en 3 ans. Je n'ai pas eu mon mot à dire. J'aurais aimé ça qu'ils mettent 20, là, puis qu'ils m'en donnent la moitié, mais c'est 12 millions qui vont arriver. Okay? Puis partout ailleurs où je le fais, au Sri Lanka, c'est pareil. On avait une machine de production. On avait 5 machines de production. On a sauvé 500 000 la première année. 500 000 là-bas, en US dollars, ça fait beaucoup de roupies.
C'est beaucoup, beaucoup de sous. Fait qu'on l'a fait, c'est 9 autres usines. Au début, quand ils m'ont amené, ils n'étaient pas sûrs. Cher, elle est là, le consultant. Moi, je voyage en première classe en posant. Je ne ferais pas aller en classe touriste. Ben, c'est 30 heures de vol. Non, monsieur. Moi, je vais là, pas pire hôtel, classe 4, classe 5. Je suis assez princesse. Ça me prend un chauffeur. Moi, je ne chauffe pas. Là-bas, il chauffe à gauche. Hey, un fou de ne pas, je n'irai pas me tuer. Mais un coup que j'ai fait ça, là, ils m'ont signé pour 3 ans. Quand ils ont vu les gains que ça donnait, là, c'est moi après ça qui ai dit wow, je n'irai pas à tous les 3 mois. Là, c'est loin. Là. Vous dites 30 heures d'avion, là, ça magane son homme. Ils disent que les voyages forment la jeunesse, mais ça déforme la vieillesse, je peux vous le dire. Ça a mal partout. Je le fais encore. Là, ça fait 2 ans, je ne le fais pas à cause de la Moses de pandémie, mais c'est à veille de recommencer. Ça va nous mener à faire de la fiabilité. Les 6 courbes, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans la salle tout à l'heure, parlant des courbes qu'on a. Depuis qu'on fait de la RCM, dans les années 70, là, si je me souviens plus, c'est Nolan and Heap, ils ont écrit là-dessus. Puis après, il y a un gars qui a repris ça en anglais, puis il a appelé ça RCM 1, après ça RCM 2. C'est ces courbes-là qu'il faut que vous voyez en maintenance tout le temps. Les 6 qui sont là, la première, c'est usure traditionnelle. Vous voyez, en fait, la courbe, c'est la probabilité que quelque chose brise. T'sais. Puis quand il est stable de même, c'est que la probabilité qu'il brise, mettons que c'est 4 mais ça va être stable. Okay? Ce qu'on voit, ce qu'on a toujours un peu appris, moi, je me rappelle quand je suis allé à l'université, ça fait au moins 40 ans, c'était la courbe B, là, la courbe en baignoire. Tu sais, tu pars une machine, au début, tu as des problèmes, là, tu règles tes problèmes, puis là, pendant, mettons, 7, 8, 10, 20 ans, elle va être stable au niveau de la probabilité d'avoir des bris. Puis quand ça commence à... la courbe elle commence à monter de même, peut-être le temps de faire un overhaul ou de changer carrément la machine à cause de la technologie, mais c'est pas vrai. Il y a à peu près, là, c'est marqué, là, à peu près 4 de mes pièces qui font ça. Tu en as 2 il y a toute leur vie, il y a un taux de, mettons comme des bearings, ils vont avoir un taux de défaillance de 4, 5 Puis vers la fin de la vie, là, ça augmente, le taux augmente beaucoup. Mais dans l'ensemble, il n'y a que 11 de ces pièces-là qui suivent ces 3 courbes-là. La C, c'est dégradation permanente, augmentation, pouf, elle meurt. 89 des autres pièces, c'est un peu comme dans l'ancien temps quand il disait « Why fix it when it ain't broke? » Pourquoi le réparer quand ça marche? C'est un peu ça qu'on voit là, avec les tendances qu'on a avec l'aéronautique. Puis quand ils ont commencé à faire des courbes, ils ont commencé à en rajouter une 7e pour changer ça, mais 89 des pièces, c'est genre, regardez-les même pas. Fait juste les entretenir, touchez-le pas, ça va être bon. S'il vous dit qu'elle est bonne pour 40 millions de cycles, c'est rendu à 50 millions par marche, puis elle n'a pas été poquée, là, votre roulement à palier, il est encore bon. C'est ça que ça dit, ces courbes-là. Quand on fait de la RCM, c'est de l'entretien des actifs puis la gestion des risques. Bien là, vos risques sont tous là. C'est avec ça qu'on devrait gérer quand on fait de la fiabilité. Les définitions importantes, on en a un peu parlé. C'est quoi la fiabilité? C'est l'aptitude d'un système à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un intervalle de temps déterminé. C'est quoi une fonction? Bien, définition, ce que nous voulons lorsqu'un équipement accomplit, c'est le niveau de performance. Ça, c'est les principales définitions que vous devez savoir si vous faites de la fiabilité. Puis la dernière, c'est quoi une défaillance? Bien, altération, cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise. Bingo. Quand vous faites de la RCM, c'est les principales définitions. Il y a quelqu'un qui l'a présenté avec ISO 14224. 14224, c'est carrément ça. Puis là, ben, ce que ça dit, quand tu fais de la RCM, il y a 7 questions à se poser. Je vous donne juste la base. Ça, là, j'ai 128 slides juste là-dessus, avec un exercice qu'on fait avec une bicyclette pour aller voir tout ce qui est critique sur une machine, qu'est-ce qui peut arriver ou pas. C'est ce que je donne à mes gens pour qu'ils comprennent ce qu'on veut faire. Bon, ben, quelles sont les fonctions de l'équipement? Ben, on en a parlé tout à l'heure. On la breakdown, on fait des parties mécaniques, électriques, électroniques, parties pneumatiques, on la décortique. De quelle façon l'équipement peut échouer à remplir ses fonctions? Ben, c'est là qui est un peu dur. Bon, ben là, y a-tu de l'usure? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Qu'est-ce qui peut arriver? Quelle est la cause de chaque défaillance d'une fonction? Ah là, c'est compliqué. Là. Des fois, je l'ai fait avec des mécanos dans une salle. Là. Ouf! Tu sais, un mécano ou un tech, c'est habitué d'être sur le plancher. Quand ça fait une demi-heure, 1 heure, là, ils font. Maintenant que je suis obligé de les ramener à l'ordre, là. Partout. N'importe quel pays que je vois sont tous comme ça. Là. Puis, c'est important, c'est hyper important. Souvent, j'ai des ingénieurs avec moi, puis là, ils se creusent le coco, puis là, ils vont dans le détail du détail. Puis là, je dis, oups, il y a des niveaux là-dedans. À un moment donné, quand tu es rendu au niveau 6, là, arrête-moi ça. Tu sais, c'est comme le 5 why, là. 5 pourquoi, mais tu es rendu au 8e. Arrête.
On est rendu un peu loin. Ensuite, quelles sont les conséquences de chaque défaillance? C'est important. Ça arrête-tu la machine? Non. Elle va pomper de l'huile pareil. C'est juste que la vitesse va baisser ou ça va surchauffer. OK. Puis après ça, bien, ça, c'est une grosse partie. Je fais ça avec l'MDEX. C'est un outil, là, on en a parlé un peu tout à l'heure. Tu vas mettre des fonctions. C'est quoi le mode de défaillance? Qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu le détecter? Es-tu capable de le détecter ou pas? Puis là, on va mettre, oui, quand je fais de la maintenance préventive, je suis capable de le détecter, je suis capable de le mesurer, qui est en train de s'user. Ou j'ai mis des pokayoke, des idiot-proof, des affaires qui font que, mettons, j'ai un sag sur une chaîne, bien, j'ai mis en arrière 2 choses en vert puis 2 en rouge. Fait que quand je vois que ma chaîne est dans le rouge, bien là, on a un problème, il faudrait aller tighter ça. Puis pourquoi il faudrait aller tighter? Puis tu fais le breakdown de tout ça. Puis quand on va arriver après, là, on va faire la logique RCM, c'est quoi faire pour prévenir et prédire la défaillance, je viens de le dire, puis que faire si une tâche proactive ne peut être appliquée. Bien là, on va faire du run to failure. Quand je ne suis pas capable de le détecter, là, on va dire, bien, c'est quoi qu'on fait pour gérer le risque? Mets-moi-en une sur une tablette. C'est aussi simple que ça. Les stratégies qu'on privilégie quand on fait du RCM, bien, toute ma TPM m'a amené à ça. On va faire du prédictif, on va faire du préventif, du correctif. On va faire de la maintenance conditionnelle. Tu as un bearing de 12 000 à palier d'un bord, puis un de 24 000 de l'autre. Ça commence à chauffer. J'en ai un qui s'en vient d'Italie. On ne sait pas trop quand avec les bateaux et tout. Mais une journée, je vais dessus. Oui, il est chaud un peu. 3 jours après, je vois, il est encore plus chaud. Là, on va dire, prends température. Là, on va y aller avec ce qu'on appelle la courbe PF. On en a montré une. Tout à l'heure, on avait l'exemple. Où c'est que je suis à la courbe? Puis on sait que la courbe, c'est comme une exponentielle, mais à l'envers. Quand ça va arriver à la fin, ça va mourir vite. Fait que souvent, j'ai des gars, puis je leur dis, hey, rendu où ta courroie? Là, elle commence à cisailler. Prends mesure, s'il vous plaît. Dans 3 jours, tu m'appelles, puis mesure-la. Là, je la mets sur ma courbe, c'est toujours la même. Là, je dis, hey, la semaine prochaine, elle est morte. Non, 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 ils veulent la maintenir. Ah, c'est pas ce que tu veux, mais tu vas être en breakdown, mon homme. C'est autour de ça. Ensuite, on va faire opérer jusqu'à défaillance. Bien, c'en est un. Regarde-la même pas, mais qu'elle essaye de planter, là, bien là, on la réparera. Bon. Ça, c'est une gestion de risque pour certaines pièces. On n'a pas le choix. L'électronique, c'est à peu près tout le temps de même. S'il y en a qui en ont réparé, l'électronique, tu auras beau checker ça. Quand ça a décidé que c'est mort, c'est mort. Mais je peux le prévenir, hein, un peu. Exemple, moi, quand je vais en Inde, il fait 45, 50. Fait que si j'ai des panneaux avec des airs conditionnés dedans pour mes parties électroniques, mes clairs climatisés ne marchent plus, puis là, ils ouvrent le panneau puis ils mettent une fan dedans parce que la température, elle dépasse. Là, je peux être sûr que ça va briser à un moment donné parce que là, je viens de mettre du rubber, je viens de mettre de l'huile, je viens de mettre n'importe quoi dans ma machine. C'est sûr qu'elle va péter aux frites. T'es mieux d'en avoir ces tablettes ou, je le dis, réparer l'air conditionné qu'il y a dedans. Faites ça. Puis, le dernier de tout, c'est la prévention par un meilleur design. Ça, c'est hyper important. Si on fait tout ça, à la fin, j'ai des données pour dire, ça, là, ça n'a pas été prévu comme ça, cette machine-là. On lui demande de faire 600 kilos par jour. Elle a été designée pour 400. Dépassez pas ça, là. Vous allez la tuer. Mais, si on fait un changement de design, on peut la monter à 600. C'est là que j'ai le plus de valeur au niveau de la maintenance. Ils veulent tout m'avoir dans ce temps-là. Ils veulent que je fasse ces projets-là pour qu'on les fasse arriver. Ce qui nous amène au dernier point, c'est Sigma. Il y en a-tu qui ont fait la formation Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, whatever, là? Moi, j'étais ingénieur industriel. J'ai fait mon cours de 78 à 82 à peu près. Et puis, on parlait déjà de ça, mais pas de Six Sigma. On parlait de courbe de variation, puis tout. On parlait déjà de CPK, puis de CMK. Là. Celui qui inventait ça, là, Michael G. Harry, il avait son PhD en génie industriel. Il a juste mis dans des cahiers ce qu'on apprenait nous autres pendant 4 ans. Là. Ça ne m'a jamais dépaysé d'avoir ça. Fait que c'est toujours la même méthode, définir, mesurer, analyser, améliorer puis contrôler. Là, on peut faire des projets de même. Puis c'est là qu'on peut arriver à faire du CMK. Quand vous allez arriver là, c'est comme vous aviez un PhD en maintenance. Il n'y a pas grand monde, d'après moi, qui fait ça. Je ne sais pas. Moi, je le fais. Pas n'importe où, pas sur n'importe quoi, mais je le fais. Je le fais et ça prend du temps, puis ça prend une certaine expertise parce que ce n'est pas évident. Hein? Même dans les usines, quand ils vous parlent de le CPK puis de le nombre de défectuosités par million, puis le kit, à un moment donné, là, ils vous montrent les curves, tu dis, ouais, ça devrait être correct. Ça a l'air d'être entre les deux bords, ça devrait être beau. Avec une machine, je fais la même affaire. On va aller voir, on va essayer d'isoler ce que la machine nous donne. Le cas probant que j'ai, c'est on avait un mixeur pour faire du rubber. Tu fais du rubber, tu le mixes à certaines températures. Il faut qu'il atteigne une certaine température, puis pendant un certain degré de temps, il est malaxé, puis après, tu vas l'écrouir, qu'on appelle, ça fait des belles slides. C'est avec ça qu'ils font des pneus ou des tracks, on s'en fout. Mais quand on fait ça, bien là, ce qu'il me disait, c'est qu'il disait,
marcher les mal entretenus, à cause de la méthode qu'ils vous donnent, votre rubber, quand on va le faire avec les pneus, il ne garde pas, il y avait des tests de tensile stress, il ne garde pas. Bien, on a isolé la machine. Ce qu'on a fait, on a dit, c'est quoi le processus au complet? Ils font un mélange, ça passe dans une machine, ça réchauffe, ça vient de nous autres. On a caractérisé la métrologie, mais c'est-à-dire avec quoi qu'on va mesurer, c'est quoi qu'on va mesurer, puis mes gars qui mesurent, sont-ils bons? On va faire ce qu'on appelle du gauge R&R pour être sûr qu'ils mesurent toute la même affaire. On va déterminer la capacité du processus, c'est ça qu'on a mesuré. On a optimisé ça, on a mis un contrôle, puis on a calculé des bénéfices. C'est toujours la même étape. Ce que ça a fait, c'est à peu près ça, ce que vous voyez là. Le premier, c'est on a fait le processus, on a fait des Ishikawa. Après ça, on a dit, bon, mais c'est peut-être là que ça devrait arriver. Le processus est délimité là. On a fait du DOE, Design of Experiment. On était rendu là. Tu fais varier la vitesse. Qu'est-ce qu'on fait varier? On a eu un plan d'expérience qui était là. Puis on est arrivé avec des choses comme ça. Puis on s'est aperçu qu'au niveau de la température puis de la tenir dans le temps, cette machine-là qui avait 50 ans, elle le tenait, c'était super bon. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la méthode qu'on appelle pour le faire, tu mélanges, mettons, 4 kilos de quelque chose avec 8 onces de quelque chose sur une balance. Pas sûr, moi, que quand tu vas mettre le 8 kilos puis tu mets le 8 onces après, c'est la bonne méthodologie pour mesurer. Surtout quand ton gars, quand l'aiguille n'est pas à bonne place, il fait tout. Puis là, whoop, elle mesure bien tout d'un coup. Puis là, il disait que la balance ne marchait pas bien. Ben, c'est parce qu'il donne des coups de pied et elle est toujours en train de vibrer. Fait en faisant ça, en le mettant plus scientifique, en impliquant les gars de qualité, ben, on a pu faire des courbes qui montraient que non, ma machine est stable. Moi, à chaque fois que je fais 25 batchs, la CMK, c'est des batchs courtes qu'on appelle. Ce n'est pas sur un long processus, il y a une trop grande déviation, mais mettons que tu fais 25 batchs dans la journée du même matériel, on a prouvé que la machine, non. Elle se tenait dans la bonne place puis qu'elle n'avait pas trop de facteurs de déviation. Fait qu'on a pu en arriver à ça. Fait que là, j'ai commencé avec le TPM, je vous l'ai replacé dans le temps, 10 piliers. Quand tu fais ça, tu accumules des datas, tu peux faire ce qu'on appelle du RCM avec l'MDEC. Puis en fin de tout, quand tu as vraiment du data, tu peux aller faire ça. Tu peux faire c'est quoi la capacité de mes machines, puis qu'est-ce qu'elle me livre. Puis c'est pas dans. Ça l'aurait été hors de ça, ben on aurait fait travailler de quoi sa machine. On aurait pris la pilule, on aurait dit oui, la maintenance, on ne l'entretient pas ou non. Life Cycle Analysis nous dit que la machine est en fin de vie, il faut la changer. C'est là qu'à la maintenance, on est important. C'est quand on amène des coûts comme ça puis qu'on peut le faire sauver. C'est là qu'ils nous aiment et qu'ils disent as-tu besoin de gars? Là? Oui, j'ai besoin de gars. As-tu besoin de pièces? Yes, donne-moi un budget, je le veux. Ça va? Je sais bien que vous avez toute faim. Là. Si vous voulez m'en parler, tout à l'heure, je vais être là après-midi aussi, là, on pourra en parler. Quand je vous dis ça, là, j'ai du stock là, pour en plus finir, mais on m'avait dit une chose dans ma vie. Quand les curés montaient en chair pour dire le sermon, ils disaient tu regardes l'heure. Mais quand c'est Luc, tu regardes la date. Ça va? Bonne fin d'après-midi.